Mon ex-petit ami fou a volé tout mon argent, puis a disparu. Alors, je l'ai retrouvé et j'ai fait exactement la même chose avec lui. Il est devenu fou par la suite et s'est retrouvé en prison. Quand j'ai rencontré mon petit ami, Ken, je lui ai parlé de ma relation passée. Je lui ai dit que l'homme avec qui j'étais était viol, et Ken a répondu en me disant qu'il s'occuperait de moi. En moins de 2 semaines, il m'envoyait des fleurs sur mon lieu de travail. Nous avons commencé à sortir ensemble rapidement, mais contrairement à la plupart des sociopathes, Ken n'a pas changé de comportement une fois que nous étions en couple. Au contraire, il a été le petit ami parfait pendant une année entière. Je pensais que j'allais me marier avec lui, mais un jour, je me suis réveillée et il avait disparu, emportant toutes ses affaires avec lui. J'ai appelé, mais il ne répondait pas. J'ai commencé à fouiller dans les tiroirs, espérant trouver quelque chose, mais j'ai remarqué que certains objets de valeur, comme ma montre, mes boucles d'oreilles et même quelques centaines de dollars en espèces dans mon portefeuille, avaient disparu. Ce qui est bien pire, c'est que lorsque je me suis connectée à mon compte bancaire, j'ai vu qu'il avait tout vidé. Chaque centime des 100 000 dollars que j'avais en épargne était parti. Comme j'étais assez naïve à l'époque et que je vivais au-dessus de mes moyens, je n'ai pas réussi à payer le loyer pendant les 3 mois suivants. J'ai été expulsée et je me suis retrouvée sans abri. Les semaines qui ont suivi ont été un flou total. Je ne pouvais ni manger ni dormir, et mon téléphone ne cessait de sonner à cause des appels des créanciers. C'était humiliant. J'étais passée de tout avoir, l'amour, une vie stable et des finances en ordre, à n'avoir absolument rien. Ma famille ne pouvait pas croire ce qui s'était passé, et je n'avais même pas envie de l'expliquer. C'était trop embarrassant. Vivre dans ma voiture n'était pas tenable. Je me garais dans différents endroits chaque nuit pour éviter d'attirer l'attention, mais ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne remarque. J'avais encore quelques affaires entassées sur la banquette arrière, mais chaque jour, il me semblait que je perdais davantage, que ce soit ma dignité, mon espoir ou une autre facture impayée. Finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas gérer ça toute seule et j'ai appelé Kayla. Kayla avait été ma meilleure amie pendant des années, depuis l'université, mais nous nous étions éloignés après avoir commencé à travailler. Cependant, chaque fois que nous nous retrouvions pour déjeuner, le lien restait fort. Quand elle a découvert ce qui s'était passé, elle n'a pas hésité. Elle m'a immédiatement proposé un endroit où rester. Au début, j'ai refusé. Je ne voulais pas être un fardeau, mais Kayla ne voulait rien entendre. « Tu viens vivre avec moi. » Point final, a-t-elle dit, les bras croisés, avec un regard qui montrait qu'elle était sérieuse. Je n'avais pas vraiment le choix, alors j'ai empaqueté le peu que j'avais et j'ai emménagé dans sa chambre d'amis. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était bien mieux que de dormir dans ma voiture. La première nuit, j'ai pleuré de soulagement jusqu'à m'endormir. J'étais extrêmement reconnaissante que quelqu'un se soucie encore de moi après tout ce que j'avais traversé. Je suis restée un moment chez Kayla. J'ai postulé à des emplois et j'ai travaillé pour remettre mes finances en ordre. Mais peu importe à quel point je travaillais dur, une pensée me hantait sans cesse. Ken vivait quelque part avec mon argent, probablement en riant de la facilité avec laquelle il m'avait dupé. La rage que je ressentais était accablante. Je n'étais pas du genre à laisser les choses passer facilement, et plus j'y pensais, plus je devenais déterminée à le retrouver. Je savais que c'était insensé, et j'ai longuement réfléchi à si je devais simplement laisser tomber, passer à autre chose et reconstruire ma vie. Mais je ne pouvais pas. C'est alors que j'ai décidé d'engager un détective privé. C'était un risque. Il ne me restait pas beaucoup d'argent, mais j'ai réuni ce que je pouvais et j'ai engagé un détective pour retrouver Ken. C'était une décision difficile, mais elle a porté ses fruits. De plus, je commençais à recevoir un salaire grâce à un emploi que j'avais récemment décroché dans un café. J'avais besoin de savoir où il était, ce qu'il faisait et s'il y avait une chance de récupérer mon argent. Après quelques semaines passées chez Kayla, un sentiment de culpabilité a commencé à s'installer. Même si elle me disait que je n'avais pas à m'inquiéter de payer un loyer, cela ne me convenait pas. Elle était ma meilleure amie, et je n'allais pas profiter de sa gentillesse. Un matin, en prenant un café, je lui ai dit que je commencerais à lui payer un loyer. Elle a refusé, disant que j'étais sa meilleure amie, mais je lui ai expliqué que cela me ferait sentir que j'avais un peu plus de contrôle sur ma vie. Finalement, elle a accepté, et j'ai trouvé une solution, ouvrir une nouvelle carte de crédit. J'avais juré de ne plus utiliser de crédit après ce qui s'était passé avec Ken, mais cela semblait être ma seule option, entre payer le loyer et financer le détective pour retrouver Ken. Les coûts s'accumulaient, et je ne pouvais pas demander de l'aide à mes parents. Ils pensaient déjà que j'avais été imprudente en me mettant dans cette situation. Je suis restée devant l'écran de mon téléphone pendant une bonne vingtaine de minutes avant d'appuyer enfin sur soumettre pour la demande de carte de crédit. Je savais que cela en vaudrait la peine. Je récupérerais mon argent une fois que j'aurais retrouvé Ken. Une fois que j'aurais récupéré tout ce qu'il m'avait volé, je pourrais rembourser Kayla, payer le détective et régler toutes ses dettes de carte de crédit. C'était temporaire, ou du moins, c'est ce que je continuais à me dire. Temporaire ou non, voir les dettes s'accumuler me donnait des nausées. Le détective n'était pas bon marché, et j'avais réservé une bonne partie de ce nouveau crédit juste pour le payer.
Chaque semaine, je recevais une nouvelle mise à jour, une autre piste sur l'endroit où Ken se cachait. Kayla avait remarqué que j'étais plus tendue ces derniers temps. Un soir, alors que nous regardions la télévision, elle m'a demandé avec désinvolture si j'allais bien parce que j'avais l'air stressée. Je ne voulais pas l'inquiéter avec les détails, alors je lui ai dit que j'allais bien, que je jonglais juste avec tout. Elle m'a dit que si c'était à propos du détective, je ne devais pas continuer, que je ne devais pas me ruiner pour ça. Elle avait raison. Je lui avais bien dit que j'avais envisagé d'engager un détective, mais je ne lui avais pas dit que j'avais déjà pris cette décision. Je m'étais senti mal au début, mais je devais le faire. Une fois que tout serait terminé, je récupérerais mon argent et je la rembourserais. J'avais juste besoin de plus de temps. Kayla haussa un sourcil, mais n'insista pas davantage. Le détective a travaillé rapidement. En 2 semaines, il avait retrouvé Ken dans une autre ville. Il vivait sous un autre nom, avec des documents falsifiés, et bien sûr, toujours avec l'argent qu'il m'avait volé. Voir des photos de Ken a ravivé une flamme en moi. Je n'allais pas le laisser s'en tirer, mais j'avais besoin d'aide. C'est alors que j'ai pensé à Sarah. Sarah était une personne à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Nous étions proches avant, mais au fil des ans, nous nous étions éloignés. Je savais qu'elle était le genre de personne qui prospérait dans le chaos et le drame, mais elle était aussi incroyablement intelligente. Si quelqu'un pouvait m'aider à me venger de Ken, c'était elle. Je l'ai contacté, lui ai expliqué ce qui s'était passé et lui ai exposé mon plan. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre avec Sarah. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé, et la dernière fois que nous nous étions vus, elle se retrouvait dans des situations qui frôlaient le dangereux. Cependant, c'était précisément pour cela que j'avais pensé à elle. Sarah avait toujours su naviguer dans le chaos comme si c'était une seconde nature. Et j'avais besoin de quelqu'un comme elle à mes côtés maintenant, quelqu'un qui non seulement comprenait les jeux sournois de Ken, mais savait aussi comment les gagner. J'ai pris mon téléphone, hésitante, et j'ai tapé un message pour elle, expliquant en quelques mots ce qui s'était passé et que j'avais besoin de son aide. Il ne fallut que quelques minutes pour que sa réponse arrive. Rendez-vous au bar au coin de la rue dans 1 heure. On a beaucoup à discuter. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Qu'est-ce que j'étais sur le point de faire? Une partie de moi hésitait encore, mais l'autre, plus grande et affamée de justice, me poussait en avant. J'ai enfilé mon manteau, pris une profonde inspiration et quitté la maison. Kayla était au travail, donc je n'avais pas besoin de donner d'explications. C'était peut-être mieux ainsi, car elle aurait sûrement essayé de me dissuader. Le bar était à moitié vide quand je suis entrée. Dans un coin, une femme au regard perçant et au sourire énigmatique m'a fait signe. C'était Sarah, aussi pleine d'énergie que dans mes souvenirs. Lorsque je me suis approchée, elle a levé un sourcil, son regard déjà chargé de sous-entendus. « Alors, Ken t'a volé et tu veux te venger, c'est ça ?» dit-elle, en sautant directement aux choses sérieuses. J'ai hoché la tête et me suis assise. « Je veux qu'il paie pour tout. Il a détruit ma vie. » Sarah s'est penchée en avant, les yeux brillants d'un mélange dangereux d'empathie et d'excitation. « Tu es venue à la bonne personne, ma chère. On va y arriver. Mais avant tout, tu dois être prête. Ça ne va pas être facile, et plus important encore, ce ne sera pas légal. » Ma gorge s'est asséchée. La légalité était la dernière chose à laquelle je pensais. Après tout ce que Ken avait fait, toute hésitation que j'aurais pu avoir auparavant s'évaporait rapidement. « Je suis prête, ai-je dit, essayant de paraître confiante. Sarah Tencoin. Parfait. La première chose qu'on doit faire, c'est inverser les rôles. Il a utilisé de faux documents, non? Et il vit sous le radar. Oui. Le détective m'a montré des photos de lui. Il est dans une autre ville, avec un nom différent. Genial. Alors, la première étape est de lui faire ressentir ce que tu as ressenti lorsque tu as réalisé que tu avais tout perdu. On va lui faire douter de tout autour de lui, même de sa propre sécurité. Comment on fait ça? Ai-je demandé, partagé entre curiosité et peur. Sarah sourit malicieusement et commença à élaborer son plan. La première étape était simple, mais brutale, jouer avec l'esprit de Ken. Le détective avait déjà recueilli des informations sur l'endroit où il vivait, mais Sarah avait des contacts qui pouvaient aller plus loin. Elle connaissait des hackers, des gens capables d'entrer dans des comptes bancaires, des systèmes de sécurité et même de modifier les historiques de crédit. L'idée était de faire croire à Ken qu'il était surveillé, que son argent disparaissait, que son identité factice était compromise. Peu à peu, nous allions détruire la vie qu'il avait construite avec ce qu'il m'avait volé. On va commencer doucement, expliqua Sarah. Il va remarquer de petits changements, un achat dont il ne se souvient pas, un débit qui apparaît de nulle part. Et quand il commencera à se rendre compte que quelque chose ne va pas, on va intensifier. Au cours des semaines suivantes, nous avons suivi le plan de Sarah à la lettre. C'était comme regarder une intrigue se dérouler, sauf que cette fois, j'étais aux commandes. Ken a commencé à recevoir des appels de banque, remettant en question des transactions suspectes. Des achats mystérieux ont commencé à apparaître sur son relevé bancaire, et il est devenu paranoïaque.
Je le savais parce qu'avec l'aide du détective et des contacts de Sarah, je surveillais chacun de ses mouvements. Voir sa vie s'effondrer était un plaisir amer, mais je savais que ce n'était pas encore suffisant. C'est alors que Sarah a suggéré quelque chose de plus audacieux, et si tu allais le voir? Mon estomac se retourna. Moi? Face à face? Elle acquiesça. Pas de contact direct au début. Juste assez pour qu'il sache que tu es dans les parages, que tu n'as pas disparu comme il le pensait. Ce sera un coup psychologique. Il doit sentir que tu es une ombre qui le suit. J'étais terrifiée à cette idée, mais je savais que Sarah avait raison. C'était l'étape logique suivante. Alors, je me suis préparée. Avec l'aide du détective, je me suis temporairement installée dans la ville où Ken vivait. J'ai loué un petit appartement d'où je pouvais l'observer, et j'ai commencé à le suivre de loin, toujours dans l'ombre. J'ai passé des jours à simplement regarder, attendant le bon moment pour agir. Une nuit, je suis allée dans le bar qu'il fréquentait et je me suis assise dans le coin le plus sombre. Ken était avec des amis, riant comme si de rien n'était. La rage en moi est remontée en flèche. Quand il est allé aux toilettes, je l'ai suivi sans qu'il ne s'en aperçoive. Et là, dans le couloir étroit, alors qu'il se lavait les mains, je suis apparue. Quand Ken m'a vu dans le reflet du miroir, son expression de choc était presque comique. Je n'ai rien dit. Je suis restée là, à le regarder, laissant la peur s'installer. Il a essayé de dire quelque chose, mais sa voix s'est brisée. Je suis partie avant qu'il ne puisse réagir, sachant qu'à ce moment-là, j'avais planté la graine de la terreur. Ken a commencé à agir de façon erratique après cela. Il a annulé des sorties, modifié sa routine et même tenté de déménager, mais rien n'y faisait. Chaque fois qu'il pensait être en sécurité, j'étais là, apparaissant de loin, juste assez pour qu'il sache que j'étais dans les parages. À chaque apparition, il devenait plus paranoïaque, et cela ne faisait que m'alimenter davantage. La phase finale du plan de Sarah impliquait quelque chose d'encore plus sombre, détruire le peu de stabilité qu'il lui restait. Et c'est là que nous avons pris des mesures qui ont poussé Ken à commettre une erreur fatale. La paranoïa l'a conduit à tenter de transférer de grosses sommes d'argent en utilisant des stratagèmes frauduleux, et il n'a pas fallu longtemps pour que les autorités l'attrapent. Lorsque la police l'a arrêté, tout ce qu'il avait construit s'est effondré comme un château de cartes. J'étais là, de l'autre côté de la rue, lorsque Ken a été menotté. Il m'a vu, et ses yeux, remplis de désespoir, cherchaient une explication. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'était mon sourire satisfait. À cet instant, j'ai su que j'avais gagné. Après l'arrestation de Ken, je pensais que la bataille était enfin terminée. Il était en prison, sa vie en ruine, et j'avais obtenu une sorte de justice. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la situation prenne un nouveau tournant. Un mois après son arrestation, j'ai reçu une lettre formelle d'un cabinet d'avocats. Ken me poursuivait en justice. L'accusation, violation de la vie privée, harcèlement et même préjudice moral. Le plus absurde, il voulait me faire passer pour la méchante dans cette histoire. En lisant cette lettre, le sang m'est monté à la tête. C'était comme si le système lui-même se moquait de moi. Ken avait détruit ma vie, volé tout ce que j'avais, et maintenant il voulait me faire payer pour sa propre chute? Ma colère grandissait de jour en jour. J'en ai parlé à Sarah, et comme toujours, elle était prête à se battre. S'il pense qu'il va te faire tomber à nouveau, il se trompe lourdement. On va se battre et on va gagner. J'ai engagé un bon avocat avec le peu d'argent que j'avais économisé, et nous avons commencé à préparer notre défense. La stratégie était simple, inverser la situation et montrer que Ken n'était pas la victime, mais bien le prédateur. La première audience était tendue. Ken est arrivé au tribunal, portant ce que j'imaginais être son déguisement de l'homme repentant. Il avait l'air abattu, comme s'il voulait convaincre tout le monde qu'il était un homme injustement accusé. Son avocat a présenté son cas avec ferveur, affirmant que mes actions constituaient une campagne de terreur contre Ken, que je l'avais harcelé et ruiné sa vie. Ils ont même tenté de minimiser le vol qu'il avait commis, arguant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves qu'il avait vraiment pris tout mon argent. Moi, en revanche, j'étais déterminée à ne plus être manipulée. J'ai pris une grande inspiration lorsque mon avocat a commencé à présenter les preuves, toutes les transactions bancaires, les faux documents, les rapports du détective privé, bien sûr, l'impact dévastateur que Ken avait eu sur ma vie. Au tribunal, j'ai eu l'occasion de raconter mon histoire. J'ai parlé de ce que Ken avait fait, de la période pendant laquelle j'avais été sans abri, de la souffrance qu'il m'avait causée. Mon avocat a soutenu que toutes mes actions étaient une tentative de récupérer ce qui m'appartenait légitimement et que la véritable victime dans cette affaire, c'était moi. Les preuves étaient là, indiscutables. Après des mois d'aller-retour au tribunal, le verdict est finalement tombé. J'ai gagné le procès. Le juge n'a pas seulement rejeté les allégations de Ken, il a également ordonné qu'il paie une amende considérable pour tout le tort qu'il avait causé, une somme qui, ajoutée à ce qu'il me devait déjà, a commencé à changer ma vie. En outre, le juge a émis une ordonnance de protection contre Ken, lui interdisant tout contact direct ou indirect avec moi.
Il devait maintenant garder ses distances, et toute tentative de violer cette ordonnance entraînerait des conséquences encore plus sévères. La sensation de soulagement était indescriptible. Pour la première fois, j'étais vraiment libre de Ken. Avec l'argent que j'ai reçu en dommages-intérêts, j'ai commencé à planifier la suite de ma vie. Pendant le procès, j'avais partagé une partie de mon histoire en ligne, sur des forums et des réseaux sociaux, pour alerter d'autres femmes sur le genre de personne qu'était Ken et les dangers qu'il représentait. La réponse a été massive. Mon histoire a touché de nombreuses personnes et j'ai rapidement reçu des messages de soutien du monde entier, de femmes ayant vécu des situations similaires et de personnes qui souhaitaient que justice soit rendue. C'est là que j'ai eu une idée. Transformer mon expérience en quelque chose de positif et de productif. Avec l'argent que j'ai reçu, j'ai investi en moi-même, suivi des formations et commencé à créer du contenu en ligne, partageant mon parcours de résilience. J'ai détaillé comment j'avais été trompée, comment je m'étais relevée et comment j'avais lutté pour reconstruire ma vie. Mon profil sur les réseaux sociaux a rapidement gagné en popularité, et avant que je ne m'en rende compte, on me demandait de parler lors d'événements et de conférences sur la reprise financière, les relations abusives et la résilience. Avec le temps, j'ai transformé ces conférences en une carrière solide. J'ai créé une entreprise de conseil, aidant les femmes à se relever de situations difficiles, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Aujourd'hui, je gagne bien plus que les 100 000 $ que Ken m'avait volés. En réalité, l'argent qu'il avait pris semblait maintenant insignifiant par rapport à ce que j'avais accompli par moi-même. Non seulement je me suis rétablie, mais je suis également devenue une source d'inspiration pour d'autres personnes. Mon nom a commencé à circuler dans des magazines, des blogs, et même à la télévision, racontant toujours l'histoire de la façon dont j'ai réussi à renverser la situation. Plus que jamais, je sentais que j'avais quelque chose de précieux à offrir au monde, non seulement mon histoire de vengeance, mais un message d'espoir. Le plus ironique dans tout ça, ce que Ken avait tenté de me prendre s'est avéré être l'impulsion qui m'a permis de trouver un but bien plus grand dans la vie. Il a essayé de me détruire, mais je suis renée de mes cendres, plus forte que jamais. Pendant qu'il continue à affronter ses problèmes juridiques et financiers, je suis ici, vivant une vie qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Et aujourd'hui, dans mes conférences, je termine toujours avec la même phrase. Parfois, la pire chose qui vous arrive est ce qui vous mène à votre plus grand triomphe. Cette phrase est devenue ma devise, un rappel constant que, peu importe à quel point la vie essaie de nous abattre, il est possible de se relever et d'accomplir bien plus que ce qui nous a été pris.